Maître Constant Moutamba, président du NOJEC, est bien l'invité de ce jour, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et surtout, merci de nous suivre attentivement. Maître Constant, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Monsieur le crocodile. Merci. Voilà, vous êtes président du NOJEC, je le disais tantôt. Vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République. Est-ce que peut-on connaître le contenu de cette lettre? D'abord, je vous remercie, madame. C'est une première de tourner cette émission sous votre présentation. Merci. Je voudrais vous rappeler qu'il y a de cela 3 ans, NOJEC signait son adhésion au Front commun pour le Congo, une des grandes plateformes politiques de la République démocratique du Congo. Dans l'autorité morale et l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Le président honoraire, en effet, Kabila. Donc le 3 juillet 2018, NOJEC avait signé son adhésion. Le 3 juillet 2021, NOJEC demeure membre actif de cette grande famille politique, au-delà de tous les départs qui ont été observés au sein de la famille politique. Et donc, c'est dans ce cadre que je viens, une fois de plus, intervenir dans cette émission. Répondant alors à votre question, concernant la lettre que nous avons adressée au président de la République à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le contenu est simple. Nous avons fait le constat du diagnostic qui jonche l'essor, l'éclosion de la République depuis 60. Pourquoi est-ce que la République ne décolle-t-elle pas? Pourquoi est-ce que la République ne décolle pas? Pourquoi, au lendemain de l'indépendance de la République, vous avez tenu compte de votre gestion? Nous avons eu du mal. Vous avez tenu compte de votre gestion, la gestion de la RDC avec le régime Kabila. Vous savez, madame, je disais que au lendemain de l'indépendance, nos pères fondateurs étaient tombés dans le piège de l'homme blanc. C'est la division et dont les conséquences sont malheureusement fâcheuses et encore perceptibles de nos jours. Et cette division, ce virus de division nous poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Nous passons du temps à penser ethnie, à penser tribu, à penser religion, à penser parti politique, à penser famille politique, en lieu et place de penser développement du pays. Nous passons du temps, madame, à nous quereller sur des petites questions anodines qui n'avancent pas la République. En fait, nous avons une fixation sur les élections. Élections, rien qu'élections. Ça devient comme un tocsin de libération. Alors qu'en réalité, même après avoir organisé ces élections, c'est toujours la crise. La crise et encore la crise. C'est toujours la misère. La situation qui se dégrade davantage. Et donc, est-ce que c'était l'alternance qui était la solution au problème du pays? Nous avons tenté en 2018. Début 2019, nous avons connu la première alternance pacifique au sommet de l'État dans ce pays. Mais malheureusement, l'espoir tant suscité par cette première alternance a été très vite, s'est étiolé. Étiolé, madame, à cause de l'esprit revanchard qui habite encore certains collaborateurs du chef de l'État, qui pensent à tort, et jusqu'aujourd'hui, que la République se résume en un parti politique, que la République se résume en une ethnie, que la République se résume en une famille politique, que la République, madame, se résume en quelques citoyens. Mais l'ancien président, permettez-moi, avant de continuer, de vous poser quand même cette question, mais l'ancien président Joseph Kabila Kabange a géré ces pays plus de 10 ans, Félix Tshisekedi n'a que 2 ans. Madame, votre question en soi englobe autant de sous-questions, et notamment celle que vous venez de poser. C'est une sous-question dans la question centrale. Et donc je disais, si vous permettez, continuez, que malheureusement ces collaborateurs, membres de sa famille politique, n'ont pas tiré de leçon de l'histoire récente et douloureuse de notre République.
qui n'a pu échapper à sa balkanisation que grâce à une chose, à la cohésion, grâce au sursaut patriotique dont a fait montre chacun de nos compatriotes. Et l'ennemi est revenu avec la même stratégie de diviser les Congolais. L'ennemi. L'ennemi. Et c'est qui? L'ennemi du Congo. L'ennemi du Congo, c'est qui? Cet ennemi est identifiable. Cet ennemi, c'est l'étranger. Qui pense que pour mieux exploiter nos richesses, il doit s'aimer la division en nous. Nous devons nous entreaccuser, nous devons nous haïr, nous devons nous entredéchirer. Nous devons en fait passer du temps à nous distraire. Nous devons nous entretuer comme c'est le cas à l'est du pays. Et pendant ce temps, cet ennemi pille nos richesses. Cet ennemi nous infiltre. Mais cet ennemi n'a pas commencé à piller aujourd'hui, c'est depuis le règne de Joseph Kabila. Depuis 60. Voilà, depuis 60. Suivez mon raisonnement qui est tout à fait fondé sur une analyse diachronique. C'est depuis 60. Voilà. Je l'ai dit. Que faire? Que faire? Cet ennemi a réussi, évidemment, à diviser le président Kabila du président Félix. Après une première, évidemment, alternance pacifique. Nous n'avions pas besoin d'assister, même pas à la rupture de la coalition FCC-Cash, mais à cause des guéguerres intestines, à cause des sauts d'humeur qui ont été en fait travaillés par l'ennemi, cet ennemi féroce qui cherche à tout prix à balkaniser la République, qui ne jure que sur la misère du peuple congolais. Il y a eu cette rupture de la coalition. Et dont, malheureusement, les conséquences sont fâcheuses jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat de méfiance qui est installé au sein de l'arène politique, au sein du microcosme, de l'aéropage politique congolais. Et donc, à partir de ça, y a-t-il pas lieu, 61 ans après, de repenser l'âme de la République, de lui asperger une nouvelle vitalité existentielle qui lui permette de faire rêver enfin le Congolais lambda qui a tant souffert, qui avait cru qu'avec la décolonisation, il vivrait mieux. Il ressentirait les effets des richesses qui sont dans son sous-sol. Et donc, nous avons pris le courage de dire enfin qu'il était temps de réconcilier les Congolais. Le Kenya l'a fait. La République ne perdait rien. En voyant ses filles et fils se réconcilier et repenser le plan de développement du pays. La République gagnerait. En voyant Fayoulou saluer Félix, en voyant Kabila saluer Félix, en voyant Katumbi, en voyant Constant. Mais pourquoi vous n'aviez pas pensé ainsi lorsque Joseph Kabila Kabange était encore au pouvoir? J'en viens. Vous me laissez finir? Je vous donne une bonne réponse à la question que vous avez posée. J'ai dit que c'est encore une autre sous-question à la question centrale. Et donc, y a-t-il pas lieu, de manière courageuse et sincère, que nous puissions aborder des questions qui nous divisent? Entre autres, les réformes électorales. Entre autres, la restructuration de la CENI. Entre autres, les référendums. Entre autres, la question de la nationalité. Entre autres, le désenclavement du pays. Entre autres, la construction ou la reconstruction de la République. Et ça passe par quoi? Ça passe par la fédération d'énergie. Là, on va au-delà de nos partis politiques. Je ne parle pas NOJEC, je ne parle pas UDP, je ne parle pas PPRD, SID, MLC, Ensemble, etc. Je pense qu'il est temps. Que nous puissions nous réveiller et que nous regardions ce Congolais qui ne sait
Que faire pour nouer les deux bouts du monde? Ce Congolais qui continue à croupir dans la misère indescriptible, qui se pose la question, pourquoi est-il né Congolais? Qui se pose la question, si réellement il devait continuer à faire confiance en ses dirigeants. Et donc, nous, acteurs politiques, nous avons cette lourde responsabilité. Rappelez-vous que l'indépendance du pays n'a été accordée que grâce à la fédération de forces, l'union qui avait été constituée la veille de l'indépendance. C'est grâce à cela que nous avons réussi à obtenir l'indépendance. Et c'était des jeunes de la trentaine, des jeunes de la vingtaine. Mais pourquoi ne pas rééditer la même chose aujourd'hui? Et donc je pense qu'il était temps que nous puissions écrire, nous sommes nous de l'opposition, nous l'assumons, nous sommes membres du FCC, en disant au président de la République que les défis, la gestion par défi a démontré ses limites, que la gestion par règlement des comptes a démontré ses limites. Un règlement des comptes. La gestion par esprit revanchard a démontré ses limites. Il faut, plus qu'hier, rassembler. En un mot, parce qu'on doit déjà prendre le premier dossier. Le premier dossier de la rétrospective de la semaine. Répondez quand même à ma dernière sous-question. Pourquoi aujourd'hui l'OJEC n'a attendu que l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo en 2021 pour adresser cette lettre au président? Ah, ok. Vous m'auriez posé aussi la question. Mais pourquoi le 61e anniversaire de l'indépendance? Répondez quand même d'abord à cette question et nous allions évoluer. Répondez parce que j'ai comme l'impression que vous voulez échapper à cette question. J'ai répondu à la question. Vous voulez échapper à cette question. J'ai répondu pourquoi échapper à la question qui concerne... Parce que vous l'aviez bien souligné que la balkanisation, l'ennemi a commencé depuis même 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et le NOJEC n'a attendu qu'il y ait cette alternance au sommet de l'État pour écrire cette lettre qui regorge tous ces éléments que vous avez épinglés. Il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu plusieurs concertations. Et je pense que la République en a survécu. Il ne faut pas se fatiguer de dialoguer. Il ne faut pas dialoguer pour se partager le poste. Non, le dialogue doit être permanent entre différents acteurs politiques. Nous ne sommes pas ennemis. Nous tous, nous militons pour le mieux-être du Congolais. Et je pense que c'est plus important. Ah, c'est maintenant que vous vous réveillez, on dirait. Ok, hier je dormais alors. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier de la semaine qui revient sur la situation de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Et on se retrouve juste après. Donc, un dossier santé. Abordant le point relatif aux récents attentats terroristes survenus à Béni, le Premier ministre a particulièrement attiré l'attention du Conseil sur le changement des méthodes et les recours à des tactiques terroristes pour monter la peur dans la population. Cette attitude, en réaction à la pression de nos forces armées, pousse le gouvernement à accroître le soutien à nos forces armées et à nos services de renseignement pour poursuivre tous ces terroristes. Abordant le point sur la pandémie à Covid-19, à l'expiration du délai de 15 jours des mesures prises pour contrer la propagation de la Covid-19 à la suite de l'allocution du président de la République, le Premier ministre a informé le Conseil du renouvellement de toutes les 19 mesures de riposte annoncées au terme du Conseil de ministres du 18 juin 2021. Concluant son propos, le Premier ministre est revenu sur le point abordé au cours du Conseil de ministres précédent, relatif à la réduction de prix de billets de produits surgelés. Il a informé le Conseil de ses échanges avec la Fédération des entreprises du Congo. Il a réitéré la volonté du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Il a aussi tenu à rassurer que la Fédération des entreprises du Congo, FEC, reste une organisation partenaire du gouvernement. Après la Belgique, c'est au tour du Japon d'interpeller la RDC au sujet des faux tests Covid aux frontières. Selon l'ambassadeur japonais en RDC, 2 passagers sur 10, voire 5 sur 10,
en provenance du Congo-Kinshasa dans la période du 7 mai au 13 juin 2021 ont été testés positifs à leur arrivée au Japon. Pourtant, tous sont détenteurs d'un certificat de test négatif délivré par les autorités congolaises. Signalant que pour la même raison, la Belgique a déjà pris des mesures de renforcement d'entrée sur son territoire pour les personnes arrivant de la RDC. Par ailleurs, les secrétariats techniques des ripostes contre le coronavirus indiquent que seules 59 224 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne en avril de cette année. Alors que les variants Delta, le plus contagieux en séjour selon l'OMS, a été détecté dans 79% des échantillons séquencés en RDC. Ici est de noter que le ministre de la Santé du nouveau gouvernement Sama Lukonde, Jean-Jacques Bungani, fait également face à la recrudescence de cas Covid-19 avec les variantes indiennes et sud-africaines, mais aussi au débordement des hôpitaux accueillant ces malades. Nous sommes à la clinique Ngaliema, plus précisément au centre de vaccination contre la Covid-19. Ce lieu est choisi par le ministre de la Santé et son vice-ministre pour se faire vacciner. Une façon pour ces membres du gouvernement d'inviter la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Il est important de se faire vacciner. Nous voulons atteindre 25% de la population congolaise vaccinée pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Raison pour laquelle Madame la vice-ministre et moi-même avons répondu à cet appel et nous nous sommes vaccinés pour montrer l'exemple à notre population. Puis le 13 mai de cette année, nous sommes dans la 3e vague de la pandémie Covid-19 avec des cas qui ont augmenté et également des cas de décès. Nous ne pouvons pas rester sans réagir, raison pour laquelle nous motivons la population à accéder à la vaccination qui sauvera des vies. Aujourd'hui, il est reconnu au niveau mondial que la vaccination fait partie de la riposte contre la pandémie Covid-19, raison pour laquelle nous avons fait cette vaccination aujourd'hui pour encourager le peuple à également se faire vacciner. Bien avant, Jean-Jacques Mbungani a visité quelques services de la clinique Ngaliema, question de palper du doigt certaines réalités de cette formation hospitalière. Comment trouvez-vous l'attitude des autorités de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui s'abstient à prendre le vaccin AstraZeneca et de l'autre côté le ministre de la Santé qui appelle la population congolaise à aller se faire vacciner? Non, mais tout ceci procède, comme nous l'avons dit, et nous n'avons eu de cesse à le dire, du tâtonnement. Et comme vous le savez, la République n'est pas un jeu de loterie. On devait tâtonner sur sa gestion. Nous, NOJEC, nous avions eu le courage d'inviter la population à ne pas se faire vacciner dès le départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui que le président de la République... En effet, nous sommes heureux que le président rejoigne notre position. Et donc, c'est un vaccin qui a démontré... beaucoup de limites à l'étranger. Il était anormal de considérer le peuple congolais comme cobaye pour tester l'efficacité de ce vaccin. Et donc, le ministre de la Santé, qu'il dise autre chose, contrairement à son président, à son chef de l'exécutif, ça démontre de la contradiction et puis de l'anarchie qui règne malheureusement au sommet de l'État. Covid-19 en République démocratique du Congo, quelle est votre appréciation aujourd'hui de la gestion de la pandémie en RDC? Bien écoutez, la gestion de la pandémie, malheureusement, est faite de manière cavalière. Comme vous le savez, il y a énormément d'argent qui sont ponctionnés à travers le test Covid, mais dont la destination n'est pas totalement éclairée aux Congolais. Vous ne savez pas exactement à quoi servent toutes ces colossales, ces bagatelles sommes d'argent qui sont collectées à partir de tests Covid.
partir du moment où les équipements y afférents ne suivent pas. On a un sérieux problème au niveau d'équipement, au niveau de la prise en charge. Vous avez tout récemment suivi lui-même, le coordonnateur de l'INRB, et combien il a dû débourser comme argent pour sa propre prise en charge. Vous parlez de Jean-Jacques Mouy. Après qu'il ait contracté le Covid-19. Et donc si lui a pu débourser autant d'argent, à plus forte raison le Congolais lambda. Et imaginez un peu que ce soit un Congolais lambda qui ait contracté le Covid. Et donc il y a ce problème de suivi, de prise en charge, mais aussi de la destination des fonds qui sont collectés à partir d'ailleurs des fonds exorbitants qui sont collectés à partir de tests. Est-ce que normal aujourd'hui que le test passé en République démocratique du Congo soit contredit en Belgique notamment, et dernièrement il y a également le Japon qui n'est pas d'accord avec ce qui s'y passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Parce que la République est malade. La République est malade. Je l'ai dit, la République doit se guérir des Et quand est-ce que la République a commencé à souffrir? Parce que vous constatez que la République est malade. Mais j'ai brossé l'histoire de la République. J'ai dit que nous depuis passons 1960. Nous passons du temps à nous quereller, à débattre sur des questions futiles qui n'avancent pas la République. Et les questions essentielles, comme celles liées notamment aux soins de santé, à la prise en charge médicale, à l'éducation, à l'enseignement, etc., aux infrastructures, au développement, au prix des denrées alimentaires, à la production, à l'exportation, à l'exploitation de nos minerais, ces questions ne nous avancent pas, ne nous intéressent pas. Mais madame, il suffit de poster des chiffres sur la production minière de la République démocratique du Congo sur Twitter. Vous aurez moins de likes. Sur Facebook, vous aurez moins de likes. Mais essayez de poster une bêtise. Essayez de poster une image de sextape. Vous verrez 1 million de vues, vous verrez 1 million de likes, etc. Voilà vers où la République est tombée. La République est tombée trop bas. Alors, comment et ne soyez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. En fait, tout ce qui se passe au pays, dans la plupart des cas, est faux. Et fruit de la falsification. On cherche à tout falsifier. Le Congolais cherche à survivre aux intempéries de la vie. Et donc, il est obligé de recourir à la corruption, aux antivaleurs. Il est obligé de recourir à ce qui, en fait, détruit son avenir. Et malheureusement, c'est le cas. Je viens de vous donner un cas simple. Est-ce que le gouvernement de la République peut dire avec précision aux Congolais combien de fonds des tests Covid il perçoit ou INRB perçoit et d'autres hôpitaux, etc. Je crois que c'est collecté, c'est centralisé quelque part. Est-ce qu'on peut nous dire combien c'est perçu par semaine, par jour, par semaine, par mois, et à quoi c'est destiné? Personne ne répondra à cette question. Le NOJEC s'est réjoui aujourd'hui d'avoir demandé à la population de ne pas laisser faire vacciner. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, la Covid-19 a déjà endeuillé plusieurs familles en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que vous aviez conseillé à cette population ou à votre base? C'est préserver. C'est préserver. C'est préserver, respecter les mesures barrières qui sont internationalement recommandées. Voilà, Madame, Messieurs, place au deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Beaucoup n'y croyaient pas auparavant. Aujourd'hui, Congo Railway vient de faire un pas de plus vers la concrétisation de son projet. Ce mercredi 30 juin, alors que la RDC célébrait le 61e anniversaire de l'indépendance, Congo Railway a lancé ce bureau sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Un projet de grande envergure qui s'est engagé pour la construction et l'exploitation de 10 000 km des réseaux ferroviaires en République démocratique du Congo. Son directeur général précise que Congo Railway est un projet très ambitieux qui va transformer la vie des Congolais. Mais cette première phase consistera à quoi? Le directeur général répond. C'est un projet gigantesque.
C'est un projet qui va avoir un impact économique inimaginable. Nous allons employer à peu près 50 à 60 000 personnes. Donc il y aura sur le plan économique création d'emplois. Il y aura sur le plan économique création des petites et moyennes entreprises parce qu'il y aura beaucoup d'activités de sous-traitance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amélioration du climat des affaires. Le fait que les investisseurs étrangers vont investir de milliards de dollars ici dans notre pays fera que les autres investisseurs soient motivés à venir investir. Donc ce projet aura un effet induit important en termes d'autres investissements. Motif de satisfaction pour le président du conseil d'administration de cette société qui, pour sa part, promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet, tout en insistant sur l'appui du gouvernement congolais dans ce projet. La contribution du gouvernement congolais, c'est une très grande part de le projet parce qu'elle a donné, nous, la concession. La concession, ça fait dire toutes les autres entreprises qui est déjà là, la SNCC, SCTP et le SCSUF, a donné aussi son concession dans ce contrat, dans cette coopération. Et ça nous donne la possibilité de notre investissement pour une nouvelle chemin de fer. Aussi, la contribution du gouvernement, c'est le soutenir dans la politique. Nous avons besoin de beaucoup de décisions régionales, par exemple, pour établir les nouvelles corridors pour le chemin de fer. À noter que ce projet durera plus ou moins 3 ans. 2 ans pour la construction et 1 année pour les planifications des études déjà faites. C'est le représentant de la ministre d'État, ministre du portefeuille, qui a ouvert ce bureau en présence de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo et de la ville-province de Kinshasa, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy. Présidence de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. Jeff Caleb Kazadi est le candidat idéal de l'ASBL journaliste pour l'unité et la paix à ce poste. Accompagné de son candidat, le secrétaire général de JUP a déposé la candidature de Jeff Caleb. Bien avant, Siméon Isako a rempli toutes les conditions. Là, j'ai l'accusé de réception pour notre candidat Kazadi Mamba Joseph. Il va compétir au poste de président pour l'UNPC de Kinshasa. Journaliste professionnel, jeune de son état, Jeff Caleb Kazadi est le profil qu'il faut à la tête de l'UNPC ville de Kinshasa pour relever les défis, a fait savoir le secrétaire général de JUP. À cet effet, Siméon Isako a appelé les journalistes de la capitale de la République démocratique du Congo à voter massivement pour Jeff Caleb, candidat du changement. Donc c'est l'occasion pour demander à tous nos confrères et partout l'étendue de la ville de Kinshasa d'accorder votre chance à ce candidat de la jeunesse, ce candidat de réformes. Donc avec lui, il y aura des réformes profondes ici à Kinshasa. On n'a pas besoin de vivre la vieille époque, on a besoin de révolutionner les choses. On a besoin de valoriser notre métier. On n'a plus besoin d'entendre les discours fallacieux, des choses qui ne seront pas concrétisées. Donnons-lui la chance, il n'est pas le seul, il y a tout un ticket. Donnons la chance à notre ticket, donnez la chance à votre ticket de JUP. Les choses seront faites autrement, je vais dire, et le métier sera davantage valorisé. Notons par ailleurs que le nouveau président de l'UNPC ville de Kinshasa sera connu le 9 juillet prochain au terme d'une assemblée générale élective. Le tribunal de paix de l'Union nationale de la presse congolaise a tranché. John Lungila reprend son travail de journaliste en toute liberté. Les tribunaux statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant, vit les statuts particuliers des commissions de discipline et d'éthique professionnelle, dit recevables les recours mis par John Lungila et les déclare fondés. En conséquence, autorise les confrères John Lungila à reprendre ses prestations dans les médias. Pour avoir respecté la procédure du début à la fin de ce dossier, John Lungila reste un journaliste exemplaire pour ce tribunal. Vu sa bonne conduite, ayant consommé plus de la moitié de sa peine, a sollicité la clémence du tribunal en vue de recevoir son cas
et a plaidé pour l'acquittement. Cet argument a convaincu presque tous les juges et surtout que le confrère John Lungila, selon le tribunal, a affiché un comportement responsable en respectant la sanction contre lui. Malgré son recours introduit, surtout qu'il est suspensif de la décision. Satisfait du déroulement du dossier, ce chevalier de la plume salue le professionnalisme de la commission disciplinaire de l'UNPC. Je pense qu'aujourd'hui, ça constitue pour moi une expérience de plus et que dans le prochain jour, nous saurons comment nous comporter conformément à notre code d'éthique et de déontologie. Je suis fier de l'UNPC qui est notre famille professionnelle et je suis dans la joie de retrouver ma plume. John Lungila affirme en outre avoir tiré des leçons de la vie professionnelle. Une leçon pour la profession parce qu'à un moment donné, on se croit tout se permettre, oubliant qu'il existe des textes auxquels nous sommes soumis quand nous faisons nos différentes prestations en tant que présentateur ou en tant qu'invité. Notons que pour le cas Anthony Chamba, le tribunal de paix de l'Union nationale de la presse congolaise a réduit sa peine à 2 mois. Congo Railways, aujourd'hui une réalité en République démocratique du Congo. Votre réaction à chaud? Non, mais c'est... il faut encourager l'initiative. Vous savez, Stanley disait le Congo ne vaut pas un penny sans chemin de fer. Et donc, la meilleure façon de désengorger, comme je l'avais dit, la République, de pouvoir relier la République au fin de le sortir du gouffre, c'est entre autres de construire un chemin de fer qui puisse permettre évidemment l'évacuation des personnes ou l'interconnexion des provinces, l'interconnexion de villes, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas quitter Kinshasa pour Kisangani par route. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait un chemin de fer. On prend même la ville de Kinshasa. Si vous voulez désengorger Kinshasa, il faut bien y construire le rail. Et donc, il faut encourager ces genres d'initiatives, quitte aux parties prenantes de pouvoir être sérieuses dans la réalisation de ceci. Il ne faudrait pas que ça soit, une fois de plus, des monuments blancs, des éléphants blancs que nous avons l'habitude de connaître dans ce pays. Donc je souhaite bon vent à ce projet et plein succès. Et nous sommes impatients, comme ils l'ont dit, d'en voir la matérialité, la matérialisation. Grâce à l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, Congo Railways va offrir à la RDC 10 000 km des réseaux ferroviaires. C'est que l'ancien président, l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila Kabange n'a pas fait. Qu'est-ce qui a manqué à l'ancien régime pour offrir également à ces genres de projets? Je me réserve d'épiloguer là-dessus. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes champions en inauguration des éléphants blancs. Comme on l'a vu avec l'ancien président qui a inauguré, parce que tout simplement, et après ça n'a pas été matérialisé. Je crois qu'il faut que nous puissions aller au-delà des débats émotifs, madame. Il faut que nous puissions aller au-delà des débats qui ne nous construisent pas, qui ne nous avancent pas, des polémiques inutiles. Polémique. Ce qui est bien. Polémique ou une réalité? Ce qui est mieux, en fait, même si nous revenons sur les réalisations du président Kabila, mais il est déjà passé. Le plus important, c'est en fait ce que nous avons hérité de sa gestion, et c'est que l'actuel président fera pour l'avenir de toi et de moi, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Ce projet, nous lui souhaitons plein succès, quoique nous ne sachions pas quelle sera la source de financement. Donc je ne voudrais pas revenir sur ça, on n'a pas présenté le montage financier qui a été fait, qui va financer quoi, et à hauteur de combien, et ça va débuter où, et donc voilà pourquoi je dis, en tant qu'intellectuel, je me réserve de tout commentaire sur la réalisation, la faisabilité de ce projet qui est tout à fait noble. Parce que je vous poserai la question, pourquoi n'a-t-on pas financé la SNCC?
Pourquoi n'a-t-on pas financé la SCTP? Puisque c'est des entreprises de transport. C'est des entreprises qui disposent aussi bien de chemins de fer. Mais il fallait commencer, par exemple, par réhabiliter les chemins de fer Matadi-Kinshasa, les chemins de fer interurbains. Il fallait commencer par réhabiliter tous les chemins de fer qui relient le sud et centre du pays. Les chemins de fer de Ouélé, vous en savez quelque chose? Il fallait commencer par réhabiliter tout ça. Et donc, en lieu et place de réhabiliter ça, on nous présente visiblement, c'est une entreprise privée. Mais pensez-vous qu'une entreprise privée investirait autant de milliards pour rien en RDC et dans un contexte d'insécurité politique et juridique, comme c'est le cas aujourd'hui? Je ne pense pas. Il ne faut pas leurrer le peuple congolais. Il ne faut pas mentir au peuple congolais. Mais écoutez, je viens de vous expliquer. La République démocratique du Congo n'a pas de moyens pour pouvoir les déployer dans la construction de chemins de fer. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne fallait-il pas aller dans une espèce de joint venture entre des infrastructures existantes? Déjà, si on arrivait à réhabiliter les chemins de fer de la SNCC, en fait, on arriverait à désengorger une bonne partie de la République. Si on arrivait à faire autant pour les chemins de fer des Ouélé vers le nord de la République, on arriverait en fait à désengorger une bonne partie. Si on arrivait à désengorger l'ouest avec le chemin de fer de la SCTP, on arriverait à faire autant. Mais alors, si vous venez aujourd'hui en plus de ces infrastructures laissées par l'homme blanc nous dire que vous allez, à travers un privé, faire construire ça, mais quelle est la garantie qui a été donnée? Parce qu'en fait, il s'agira d'hypothéquer une fois de plus le patrimoine commun. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui a été hypothéqué? Mais naturellement, vous voyez un privé investir pour un service public gratuitement? Qu'est-ce qu'il gagne? Et quel est le montage? Quel est le montage qui a été opéré? L'avenir nous en dira plus. Et à partir de quand vont-ils commencer? C'est pourquoi je dis, l'intention est bonne. C'est plus pour longtemps. Vous avez suivi le directeur général de cette société qui a dit que c'est plus pour longtemps. Parce que les gens pensaient peut-être que c'était juste. Non, écoutez, inaugurer un bureau sur le boulevard, tout le monde peut le faire. C'est pas ça le plus important. Il faut dépasser. Le Nojek n'est pas d'accord. Il faut dépasser. N'est pas sûr. Madame, est-ce que vous imaginez les milliards de dollars qu'il faudra? Le directeur général de cette société vous parle de combien? De Congolais qui seront employés. Plus de 60 000 compatriotes qui devront être employés. Écoutez, il faut être sérieux. Et il ne faut pas, en fait, faire Vous estimez qu'employer plus de 60 000 Congolais, c'est un problème? Faire gober 60 000 Congolais, mais ça veut dire le stade de martyr. Je vous rappelle. Et vous pensez que ça se fait... Qui seront employés à travers la République démocratique du Congo? Ça se fait comme par coup de baguette magique. Et c'est pour ça que je dis, du point de vue stratégique, toutes ces sociétés dont je viens de parler sont des sociétés commerciales aujourd'hui, qui sont en fait réglementées sur la base de la législation privée, sur la base du droit privé commercial. Et donc, il y avait moyen, à mon humble avis, de pouvoir ne pas multiplier des structures en cette matière et financer ou relancer les structures existantes. Mais en fait, si eux préfèrent plutôt en créer une autre, tant mieux. Mais quelle est la part de l'État? Nous savons que Congo Airways, quand elle a été créée comme société, nous savions la part de l'État. Nous savons qu'elle appartient à 100%, à plus ou moins 100% à l'État congolais. Okay? Il y a eu quelques apports des sociétés de l'État, donc des entreprises publiques. Mais s'agissant de la société qui vient d'être créée, quelle est la part de l'État dedans? Visiblement, il s'agit d'une société, une entreprise mixte. L'État congolais a donné quoi? Et quelle est la part
des privés. Et c'est à partir de ce moment-là. Et quel est en fait les business plans opérationnels. C'est si vous me donnez ces éléments que je saurais vous dire, oui, certain que ça sera lancé. Sinon, c'est pour des raisons propagandistes. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo sera donc en assemblée élective le 9 juillet prochain. Aujourd'hui, comment trouvez-vous le travail que fait les journalistes de la capitale de la République démocratique du Congo? Je crois que les journalistes congolais devaient participer effectivement à la moralisation de la société congolaise. Mais j'ai comme l'impression que les journalistes congolais ne font pas encore assez. Le musicien, les journalistes, mais c'est la politique, artistes, non? C'est la politique aujourd'hui qui a emballé plusieurs journalistes. Mais c'est une erreur. Une erreur. Je pense que le journaliste a un rôle primordial à jouer dans la construction d'une nouvelle société, assise sur des valeurs. Et donc j'invite vivement, au-delà de la propagande politicienne, les journalistes à bien plus d'autonomie et d'indépendance. Aujourd'hui, certains journalistes sont visiblement étiquetés, sont visiblement acquis pour tel ou tel camp politique. Des médias sont clairement affichés pour tel ou tel camp politique et cela ne participe pas à la construction d'une société forte. Mais aussi, c'est que les journalistes véhiculent aujourd'hui même les antivaleurs. Même les antivaleurs sont véhiculés. Les journalistes véhiculent des insultes. Vous verrez un politique, un compatriote insulter l'autre et un journaliste se permet de le relayer plutôt que de censurer cela. Et donc nous pensons qu'il est important de rappeler le rôle central du journaliste, surtout en cette période où la République est à l'agonie. En cette période où la République a besoin de se construire autrement. Et donc, mais en même temps, je reconnais que les journalistes congolais, ils travaillent dans des conditions difficiles. La plupart n'ont même pas de salaire. Quand tu poses la question à X, combien on te paye, ça fait 40 mois que je n'ai pas été payé. Ça fait autant de mois que je n'ai pas été payé. Les journalistes vivent malheureusement de la mendicité. Et ça, c'est inacceptable. Il faut arriver à honorer ceux qui portent vers le haut l'image de la République. Le quatrième pouvoir, le quatrième pouvoir, comme on dit. Et donc, il faut que le gouvernement essaye de mettre des dotations conséquentes aux journalistes. Mais en même temps, serrer un peu. Il ne faut pas y laisser n'importe qui. J'ai remarqué que c'est la seule profession, ou parmi les rares professions dans notre pays, où on n'a pas besoin de faire une formation académique. C'est une formation derrière la maison, d'un mois, de 2 mois, je viens, puis je parle français, je deviens journaliste. Et ça aussi, c'est un problème. Et donc, l'État a une grande part des responsabilités dans tout ça, parce qu'il laisse faire l'anarchie. Et en même temps, il entretient cette anarchie pour ne pas prendre en compte le travail des vrais journalistes, de ceux qui ont passé 5 ans sur le banc de l'école, de l'université, d'un institut supérieur pour apprendre le journalisme. Aujourd'hui, le ministère de la Communication est géré par un ancien journaliste. Vous croyez quand même à ses capacités de relever le défi? Non, c'est pas une question qui doit être réduite au niveau départemental, madame. C'est une question de vision gouvernementale. Mais il représente le gouvernement. C'est pas lui. Patrick Mouyaya représente le gouvernement, il porte la voix aujourd'hui, notamment de la presse, de la communication. Il peut avoir la volonté. Il peut avoir toute la volonté du monde. Mais en fait, il ne va pas changer les choses par coup de baguette magique. Ça doit être la volonté du gouvernement dans son ensemble, chapeauté par un chef qui a une vision pour les médias. Le président de la République lui-même s'était également engagé. Vous savez, France 24,
c'est France 24 qui véhicule aujourd'hui une image positive de la France, mais bénéficie d'énormes dotations de la République française. Les journalistes français, les journalistes de RFI, etc., n'ont rien envié à un fonctionnaire, à un ministre, à un politique français. Voilà, madame, donc, messieurs. il faut impérativement dépayser, décomplexer, je veux dire, il faut arriver à décomplexer le journaliste congolais en assainissant la profession du journalisme, en renforçant les conditions d'exercice de cette profession, mais en même temps, alors... En garantissant aussi des bonnes conditions de travail aux journalistes. Mais c'est ce que je dis. En même temps, garantir en ce moment-là, déployer des moyens à celui qui est accrédité comme tel, comme journaliste par la Aujourd'hui, on République. parle subvention, mais en réalité, les médias congolais ne sont pas subventionnés. Non, pas du tout. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous travaillez dans des conditions infrahumaines. Et c'est inacceptable. Madame, messieurs, prenons à présent le troisième dossier, le dossier qui revient sur la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, la date du 30 juin de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières, les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. Je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées qui mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo, au regard de cette suite d'événements malheureux, je tiens à exprimer en votre nom à tous mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie est de notre République. Ces épreuves constituent une motivation supplémentaire pour notre engagement collectif en tant que peuple à vaincre toute adversité et à imposer la nation congolaise unie et prospère comme une réalité et une vérité intemporelle. C'est dans un contexte de la Covid-19 que la République démocratique du Congo a célébré le 61e anniversaire de son indépendance. Dans la matinée, les autorités se sont rendues à l'échangeur de Limité. Ici, elles ont rendu un vibrant hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national. Plusieurs personnalités, notamment le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Vital Banimouenzizé, et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, ont déposé des gerbes de fleurs devant le monument du premier ministre de la République démocratique du Congo. Reconnaissance à nos héros nationaux. Je cite l'ex-président Kassavubu, aussi l'ex-premier ministre Lumumba, parce qu'ils ont abattu un très grand travail.
pour que nous puissions nous retrouver aussi dans les concerts des nations, retrouver la souveraineté nationale. Ils nous ont légué la République. Laquelle République, je vocalise sur notre devise. Vous voulez que nous ayons une République où il y a la justice, la paix, une République où les gens sont des travailleurs. Juste après, cette délégation a pris part à la messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour sa part, le représentant du bureau Mbosso a appelé les Congolais à travailler pour la paix en République démocratique du Congo. Notre président de la République est devenu pèlerin de la paix et toute l'Assemblée nationale soutient l'initiative, surtout l'état de siège que nous vivons à l'est de la République où le président séjourne présentement. Ces hommes dont nous reconnaissons la mémoire, ils ont payé leur sang pour que ce pays soit République, soit pays uni. Et le président de la République et tout le monde là-bas, nous soutenons ce qui se fait à l'est. Il n'y a pas que ces héros, il y a des compatriotes qui sont décédés au front, notamment nos vaillants soldats, des citoyens aussi qui sont morts et qui meurent ici et là. Et aujourd'hui, nous devons soutenir l'état de siège pour que nous puissions recouvrer cette paix et que ce ne soit plus un slogan, mais que ce soit plutôt une réalité vivante. Notons par ailleurs que cette célébration est passée dans la méditation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Maître Constant Mutamba, vous avez plus parlé de problèmes qui ont caractérisé la RDC 1960 jusqu'à ces jours. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre le Congo d'avant l'indépendance et le Congo d'après l'indépendance? Mais le pays a reculé. En 60, la République avait un niveau de vie supérieur au Canada. Un niveau supérieur à celui de l'Afrique du Sud. Le Congo avait un niveau suffisamment avancé. En ces temps, les Congolais n'avaient rien à envier à ces pays-là. Absolument rien. Je vous informe qu'après d'ailleurs l'indépendance, les Sud-Africains et bien d'autres Africains ou étrangers voulaient plutôt venir vivre et étudier en République démocratique du Congo. Je vous informe que la première génération de nos professeurs qui partaient à l'étranger pour raison d'études revenaient immédiatement après. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Congolais obligés d'aller se faire esclaves à l'étranger. Parce qu'en fait, la République est en faillite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'infrastructure, madame. Même lorsque vous allez à l'intérieur, les villes qui étaient construites alors par les Blancs sont devenues désertes. On dirait qu'il n'existait plus d'hommes dans ces villes-là. Allez à Kisangani. Et visitez d'autres villes comme les Kananga et autres. Vous allez pleurer, les Mbandaka. Il n'y a plus rien. Même les maisons qui étaient laissées par l'homme blanc n'ont jamais été réhabilitées. La même peinture qui était appliquée par l'homme blanc depuis 60, c'est celle que vous retrouvez encore aujourd'hui. Nous avons tout détruit. Nous avons détruit les tissus économiques du pays avec la zaïrianisation de l'époque et sa suite. Nous n'avons plus d'économie. L'économie de la République s'est complètement déstructurée. À cause de l'homme congolais lui-même, l'homme noir. On n'a plus d'industrie dans ce pays. Alors que, par exemple, à Kinshasa, il y avait tout un quartier. Limité industriel. Limité industriel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est devenu limité résidentiel. Résidentiel. Bien que ça continue à porter les noms d'industriels. Et vous n'avez pas que ça. Vous avez dans les Kasaï des grandes entreprises qui tenaient à l'époque, comme la cotonnière. En dehors de la Miba, la cotonnière. Vous avez des grandes entreprises qui fabriquaient l'huile, par exemple, l'Otokila, dans l'ancienne province, actuelle province de la Chopo. Vous avez la cotonnière de Ouélé. Vous avez autant d'entreprises publiques qui étaient le fleuron de l'économie de la République, qui ont été mises à genoux, qui sont toutes tombées en faillite à cause de la mauvaise foi. Lors de la célébration. La mauvaise foi et l'esprit mercantilique de l'homme politique congolais. L'homme politique. L'homme politique. C'est lui le malheur de la RDC aujourd'hui. En effet, l'homme politique congolais. En fait, nous n'avons pas d'hommes politiques au pays. Nous n'avons pas des classes politiques. Nous avons plutôt de mercenaires. De mercenaires, y compris madame, vous également, parce que vous êtes politicien. Je suis d'une autre classe politique, madame. Nous sommes de la nouvelle génération et nous voulons faire autrement les choses. Mais c'est pour ça
Vous voulez faire autrement les choses? Mais c'est pour ça. Vous êtes dans politique Mais depuis des années, mais vous avez contribué aussi à quelque chose. Mais c'est pour ça, madame. Mais c'est pour ça que nous avons refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Ah, vous avez refusé d'adhérer à l'Union sacrée pour ça? Parce que tout simplement, nous pensons que le problème du pays va au-delà de la transhumance politique, va au-delà de postes politiques. Rassurez-vous que si j'adhérais à l'Union sacrée, je ne serais pas le dernier de la classe. Rassurez-vous, peut-être que j'entrerai aussi dans ce gouvernement comme d'autres amis. Mais c'est un choix. Ce choix de privation... Vous avez refusé de faire la prostitution politique. Ce choix, madame, qui a été opéré après une minutieuse analyse de la situation politique. Je refuse de porter la croix du malheur du Congolais. Mais en partie, vous l'avez déjà quand même porté. Hein? Donc je disais, madame, je n'ai jamais été porté aux grandes responsabilités étatiques dans ce pays. Les jours où j'en aurai l'occasion, posez-moi la question sur mon bilan. Je disais, madame, nous avons plutôt des mercenaires politiques. La plupart d'opérateurs politiques congolais, leurs enfants sont à l'étranger, leurs familles sont à l'étranger, eux-mêmes se font soigner à l'étranger. Et certains, je vais vous surprendre, qui n'ont même pas de résidence à Kinshasa. Comment voulez-vous? Vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes PDG, etc. Vous êtes conseiller spécial ou quoi du chef de l'État. Mais vous vivez dans un hôtel. Et chaque fin du mois, tout l'argent que vous gagnez ici, vous l'exportez. Et donc, vous faites perdre au pays son matelas financier. C'est les devises. Voilà le mal du Congo. Et en même temps, nous faisons face à l'inconscience du peuple. À l'inconscience du peuple. En effet, parce que le peuple, qui est en fait le souverain primaire, les détenteurs du vrai pouvoir, ben reste pratiquement amorphe. C'est bien ce mot que vous sortez de votre bouche, mais tout en oubliant que vous avez aussi contribué, pas directement, mais indirectement, à travers quand même votre gestion avec 61 le régime. 61 ans après, il ne s'agit pas d'un régime, madame, il s'agit d'une classe politique. La lutte, cette classe politique, la lutte que nous devons mener, c'est contre une classe sociale bien déterminée. Ah, c'est aujourd'hui que vous voulez lutter. Le NOJEC veut lutter aujourd'hui. NOJEC veut dire Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Nous l'avons créé parce que nous avons estimé que l'actuelle et vieille classe politique est dépassée et surannée. Il faut une nouvelle classe politique. Voilà pourquoi nous l'avons intitulée Nouvelle Génération, madame. Je ne voudrais pas vous rappeler que nous avons toujours considéré la classe politique actuelle comme un des problèmes du sous-développement du pays. En 60, c'est une certaine famille, c'est un groupe de familles qui prennent en otage le pays. Vers les années 70, avec la zaïrianisation, c'est quelques familles encore qui se mettent à se répartir, à se distribuer des immeubles à Gombe. Je n'ai aucun respect pour la plupart des propriétaires de Gombe. Vous posez la question, mais comment vous avez eu cette concession? Posez la question sur l'historique de l'acquisition. Vous verrez au nom mon grand-père ou voilà, mon père à l'époque était politique et ça appartenait à un homme blanc, etc. Et voilà, la Deuxième République, le président Mobutu avait donné à mon père. Maître Constant Moutamba. Sans aucun effort. Et cela a été le cas pour les entreprises publiques. Et malheureusement, ce sont ces familles qui ont géré le pays jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes noms, madame. Ce sont les mêmes familles, madame. C'est le même groupe social qui gère ce pays. Si ce ne sont pas hier, c'était leur père, aujourd'hui, c'est leur fils. Ah. Et c'est inacceptable. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que jusqu'à ces jours, aucun président n'a travaillé réellement pour l'intérêt de la population congolaise? Le problème du pays va au-delà des individus, madame. Je dis que c'est un problème de système. Il faut une véritable lutte de classe. Le jour où la classe, la basse classe, prendra conscience qu'elle est majoritaire et qu'elle ne devra plus se faire, la basse classe, cette classe paupérisée, cette classe dont on se sert à chaque fois, en fait, pour se faire de l'argent, vous politiciens, pour pérenniser. Mais en effet, madame, vous trouvez normal
que lorsqu'on nomme un ministre, immédiatement après, il s'achète une villa. Sans aucun effort. Moi, j'ai une profession, je suis avocat, je suis mandataire en mine, je suis enseignant. Je ne suis pas dans aucune fonction, mais je vis. Mais posez la question à la plupart d'hommes politiques congolais. Que faites-vous? Je suis politicien, mais ça n'est pas une profession. Donc on a une mauvaise... de la politique aujourd'hui une profession. Non, mais c'est cela le mal. La conception erronée de la politique est à la base de notre sous-développement. Et depuis 60, la politique est définie par l'homme congolais comme l'accès, la course vers l'accès à la gestion des ressources. Le moyen le plus facile de s'enrichir. De s'enrichir. Et ça, c'est inacceptable. Maître Constant, permettez-moi quand même de vous poser cette question. Aujourd'hui, plus qu'hier, si nos pères d'indépendance, si nos pères fondateurs, si Lumumba ressuscitait, si Kasavubu ressuscitait, si les Bolikango et autres ressuscitaient, Bolikango, lui, on l'a presque placé dans les oubliettes. Hein? Ils auraient, vous savez quoi, ils auraient un goût amer et ils auraient regretté de s'être battus. Vous avez essayé de répondre en partie à ma préoccupation. J'ai lu le 30 juin 2021 sur les réseaux sociaux, sur un compte Facebook, une discussion. Il y a un Congolais qui a écrit « L'homme noir a mal fait de demander son indépendance ». Et il était en train de réclamer, de dire si on pouvait encore revenir à la vie avant 1960. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? L'homme noir a eu mal de demander son indépendance. Non, c'est pas l'homme noir en général. Vous ne trouvez pas tout ceci ailleurs. Il ne faut pas généraliser. Je ne dis pas qu'ailleurs, c'est le paradis. Mais ailleurs, on a fourni un minimum d'efforts, madame. Je vous informe que le budget du Nigeria s'évalue à plus de 500 milliards. Le budget de l'Angola ici est autour de 300 milliards, madame. Et celui de la RDC. Et la RDC. Celui que le régime Kabila a laissé. Nous ne sommes même pas capables de mobiliser 4 milliards de dollars. Malgré les richesses. Malgré autant de richesses. Et donc c'est la mauvaise conception de la politique que nous nous sommes fait malheureusement depuis 60. C'est aussi la naïveté de la basse classe. Qui est en fait, qui se contente, qui pense que quand elle voit quelqu'un rouler carrosse, il faut aller vers lui pour de l'argent. Non! Non! Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je vais dire, cette classe politique fait? Elle continue, quand elle passe, elle jette de l'argent, comme si elle jetait cet argent aux chiens ou encore aux poules, aux coqs. C'est inacceptable. Vous êtes politicien, membre du Front commun pour le Congo. C'est que vous venez de relever si capital, on l'a également vu pendant la gestion de l'ancien régime. Est-ce que vous avez eu quand même le courage de hausser les tons face à ce comportement? Je dis que nous sommes en train de tomber trop bas. On veut passer du temps à discuter des futilités, madame. À quoi est-ce que nous servirait un débat de ce type? Vous avez au moins le courage aujourd'hui d'en parler parce que les régimes ont changé. À quoi nous servirait de pouvoir niveler vers des jérémiades et même des polémiques inutiles? Parce qu'en fait, là où vous voulez me pousser à dire que voilà, que le président Félix est meilleur que le président Kabila, le président Kabila était meilleur. Ah, vous êtes en train de le dire vous-même, parce que la question est celle de savoir aujourd'hui, Maître Constant Moutamba est en train de dénoncer le fait que la classe politique est en train de jeter de l'argent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, on l'a vu depuis des années et des années. Et la question est celle de savoir, est-ce que vous avez au moins eu aussi le courage de dénoncer, parce que vous avez dit, NOJEC, nouvelle génération. La nouvelle génération, on devait quand même voir des signaux forts venant aussi de vous. Parce que vous êtes conscient que cette pratique n'est pas bonne, elle est mauvaise. Vous avez fini, madame? Je peux maintenant répondre à votre question? Oui, c'est une question qui vous est destinée, donc vous êtes... vous pouvez bien répondre à cette question. Merci, madame. Madame, vous savez, ce qui me chagrine,
ce qui m'écoeure, ce qui m'attriste, c'est qu'en fait, le problème que j'ai dénoncé, contre lequel et pour lequel je mène un combat, et je me suis inscrit dans une lutte, ne soit pas appréhendé par vous. Pourtant, vous êtes si brillante. Je parle de la classe sociale, je parle de la classe politique, qui considère la basse classe comme en fait une sous-nature. Je ne parle pas du régime Kabila, en les distinguant du régime Tshisekedi, encore moins du régime Mobutu. Je parle de la classe politique depuis 60. Je veux que nous abordions cette question de manière objective et non subjective. Ce qui a tué cette République, ce que nous avons passé du temps, et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à passer du temps, madame, à créer des débats sur des individus, sur des personnes. À créer des débats, madame, madame, non, non. Nous passons du temps, en fait, à parler de la bassesse. Parlons objectif. Celui qui jette de l'argent, il est de l'opposition, ou il était de l'opposition hier, ou il était de la majorité. C'est cela le système. Je vais vous surprendre, même dans mon village, dans les Kasaï, je vais en 2018 pour battre campagne. J'emmène, je fais un forage d'eau. Je suis surpris qu'on me dise, non, on ne va pas manger le forage d'eau. Il faut plutôt de l'argent. Voilà comment on a réduit l'homme congolais par une classe sociale bien déterminée qui se sert de l'argent de la République pour continuer à mettre à genoux la République ainsi que son peuple. Et c'est pour ça, je dis, il faut aller au-delà. Je dis, il faut aller, madame, il faut aller au-delà des camps politiques, au-delà des individus. De la République démocratique du Congo et comment y arriver en un mot et on continue avec... J'y crois fermement. Et comment y arriver? À la seule condition que nous puissions nous remettre ensemble et travailler pour l'intérêt collectif. Est-ce que vous appelez là indirectement à un dialogue? Écoutez, ce n'est pas le dialogue au sens péjoratif, au sens du partage, de poste de responsabilité. Mais c'est un dialogue social, madame. Un dialogue de réconciliation. D'éveil de conscience. 61 ans après, où sommes-nous? Nous avons hérité d'une république de 2 345 km². Mais à cette allure, serions-nous capables de léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, la même étendue de la République? Je doute fort, à cause de l'inconscience qui nous habite. Nous devons, plus qu'hier, prendre conscience. Nous n'avons que cette République. Nous militons tous pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi mettre en avant-plan nos guéguerres intestines, nos guéguerres de positionnement, au détriment de l'intérêt général? Je crois qu'il est plus que temps, 61 ans après, que le Congolais prenne conscience, que l'homme politique congolais prenne conscience. Il en va de la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation. Il a cette chance, il a cette occasion de réconcilier les Congolais. Il faut nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec nos morts, nous réconcilier avec notre terre, nous réconcilier en fait avec notre espace. Nous devons recréer le lien, madame, le lien spirituel avec le Dieu de nos pères. La RDC doit recréer le lien spirituel avec le Dieu les pères. Avec le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. Avec nos pères, madame, qui en fait ont donné de leur sang pour cette patrie. Voilà, le message est bien passé. Certainement pas contents de la manière dont nous nous disputons, de la manière dont nous sommes plongés dans la distraction, en lieu place de rattraper le retard de développement que nous avons accumulé à cause des erreurs de nos pères, en fait, ceux qui sont nés avant nous. Il faut éviter cela, il faut très rapidement essayer de corriger, rectifier le tir, regarder dans la même direction et développer la République. C'est ce dont
les Congolais lambda attendent de nos politiques aujourd'hui. Voilà, Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, quelques efforts remarquables sont déployés, notamment dans le cadre d'assainissement des finances publiques ou de lutter contre le coulage de recettes à travers notre justice, qui, depuis un certain temps, poursuit et condamne le haut responsable de l'État qui se sont livrés à des actes de corruption, détournement des deniers publics et de blanchissement des capitaux. Mettons l'homme congolais au centre de sa politique, l'actuel président congolais a rendu aujourd'hui effective la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. Par ces faits, la possibilité de retrouver le chemin de l'école a été offerte à des milliers d'enfants congolais. Et l'image de l'enseignant congolais qui était devenu complètement ternie est en train d'être redorée au travers de sa prise en charge avec l'État congolais. Toujours dans le cadre de l'amélioration du social de l'homme congolais, aujourd'hui, notre gouvernement vient de prendre des mesures de fixation des prix des biens de première nécessité. Revoyons sensiblement à la baisse ces prix pour permettre les consommateurs que nous sommes à y avoir facilement accès. Le temps de mettre fin aux guéguerres politiques sans importance a sonné. Unissons-nous main dans la main derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est de bâtir un Congo plus beau qu'avant. La journée commémorative de l'indépendance du pays ne pas passer inaperçue à l'église Maison de Potier, cité de la gloire, que dirige le pasteur Riverino Makengo. Pour bien célébrer cette journée, un culte d'action de grâce et de louanges a été dédié à l'est de la RDC qui est soumis à plusieurs problèmes, notamment l'insécurité et le déplacement de gens. Chants, exhortations et prières de supplication étaient au rendez-vous. Puisons sa prêche dans l'évangile d'Ésaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. L'homme de Dieu, Riverino Makengo, motive ici cette rencontre. Nous avons organisé une journée d'adoration et de louange. Nous avons vu qu'une partie de notre pays est en souffrance, en difficulté. Nous avons vu beaucoup de massacres. Plus grave, on a écouté qu'on a tué des imams et on a commencé à bombarder les églises. C'est pour cela nous, Maison du Potier, ensemble, tous les chrétiens, nous avons organisé cette journée pour louer, pour adorer, afin que la paix soit rétablie dans cette partie de l'Est de notre pays. Voilà, et ça c'est une grande journée pour la République démocratique du Congo. Nous avons pensé qu'il soit dans cette journée du 30 juin à son indépendance. Ces jours, c'est pour cela nous aussi nous avons pensé que cette journée, comme c'est une journée de l'indépendance, et que notre Dieu puisse libérer aussi la partie de l'Est qui sont en souffrance. Notons qu'à la fin du culte, plusieurs pasteurs qui ont été invités à ces rendez-vous ont tenu les drapeaux de la RDC pour adresser une prière en faveur de l'Est de la RDC. Malgré la continuité des tueries dans la province de l'Ituri sous état de siège, le gouvernement militaire fait part de quelques avancées significatives. Dans la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 rebelles ougandais ADF. À en croire notre source, le bilan fait état de plus ou moins 10 civils tués,
dans la journée du 1er juillet 2021. Selon les rapporteurs des opérateurs Sokola 1 Grand Nord, ces rebelles sont auteurs de plusieurs tueries à Beni dans les quartiers Rwangoma dans la commune Beu. Le lieutenant Mwalouchaï fait savoir également que 5 armes ont été capturées par les services de l'ordre et la traque de ces malfrats continue. Signalons par ailleurs qu'un déplacement massif de la population s'est fait observer dans les zones supposées sécurisées. Rappelant que l'Assemblée nationale avait adopté pour la 3e fois le jeudi 1er juillet 2021 l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le Sénat l'avait adopté en première lecture le lundi dernier. Maître Constant Moutamba, le président de la République Félix Tshisekedi aujourd'hui n'est pas du tout satisfait de la justice congolaise. Qui doit alors redresser la justice en question? Il appartient au gouvernement de la République. Il appartient à l'exécutif, dont il est chef, de pouvoir imprimer une vision sur les redressements de la justice. Mais vous ne pouvez pas redresser la justice dans un environnement aussi poreux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit la première des choses, madame, il faut réconcilier les Congolais. Revenez, vous insistez sur la réconciliation. Pourquoi? Parce que en fait, le mal est profond. Au niveau de la justice, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Ceux qui appartiennent à telle ethnie s'opposent à telle ethnie, et quand tu es justiciable, tu te présentes devant le juge de telle ethnie, contre... par exemple, une partie appartenant à au juge de telle ethnie, donc tu pars défavorisé, il y a les conditions, donc la prise en charge du personnel de justice, des magistrats, etc. Le mal est profond. Est très profond. Comment voulez-vous qu'un magistrat vous fasse un bon travail alors qu'il n'a qu'un salaire, madame, de moins de 1000 $? Moins de 1000 $. Vous voulez qu'ils vous pondent quoi? Comment voyez-vous aujourd'hui le procès Vital Kamerhe? Lorsque vous êtes en face d'un magistrat, madame, qui ne sait même pas où passer nuit ou travailler à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs, tous préfèrent rester ici à Kinshasa. Aller à l'intérieur, il n'y a presque pas de magistrats. C'est la jungle, à cause des conditions de vie. Mais au même moment, vous avez des conseillers politiques de telle ou telle institution qui te touchent les triples, qui te touchent 5 fois, 10 fois plus, malheureusement, que ce magistrat. Ok? Que ce magistrat. À qui vous demandez de vous produire, de vous fournir un travail de qualité. À qui vous demandez d'être impartial. Madame, à l'impossible n'est tenu. Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut commencer, comme j'ai dit, par réconcilier le Congolais. Ensuite, imprimer ensemble une nouvelle vision du Congo. Il faut repenser l'âme de la République. Et, madame, par âme, il faut entendre tous les systèmes de gestion du pays, que chacun des compatriotes se sente réellement considéré dans la nation congolaise. Et vous verrez que le reste ira de soi. Mais pensez régler la question en tenant des discours, un discours martial, un discours présidentiel, et pensez que ce Congolais lambda, que ces magistrats, que cet infirmier, il n'y a pas que dans la magistrature. Madame, aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, aucun médecin ne vous touche. Il y a grève des infirmiers, il n'y a pas longtemps. Mon ami Jean-Ricoumondé
à qui je présente mes condoléances les plus attristées, votre confrère, qui vient de perdre sa grande sœur. Vous savez pourquoi? Parce que les médecins étaient entrés en grève. Au moment où elle est arrivée à l'hôpital, aucun personnel soignant n'était là. Et la grande sœur a rendu l'âme. Et c'est les cas. Je dis sur tout le plan, le Congo, le pays est malade. Le pays est malade et il faut une thérapie appropriée. Et la thérapie, la première thérapie, doit passer par la réconciliation nationale. Un mot aujourd'hui, quelle est votre appréciation qui aille au-delà de partage de port des responsabilités. Vous avez tellement beaucoup à dire, hein, mais un mot quand même, parce qu'on n'a plus assez de minutes. Un mot aujourd'hui, votre appréciation de l'état de siège décrété dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous l'avions dit que ça échouerait. Nangek était contre. Ah, ça a échoué. Nangek était contre l'état de siège. Nangek avait estimé que c'était un discours et une mesure propagandiste. Pour le Nangek, c'est un échec, alors que de l'autre côté, les gens sont satisfaits quand même de ce qui est en train d'être fait là-bas. Certains politiques, certains Congolais. Jusqu'à avant-hier, madame, je vous informe que les ADF ont encore opéré en plein Béni. Jusqu'à avant-hier, madame, il y a encore eu autant de morts. Mais il faut quand même reconnaître aujourd'hui que c'est plus comme hier, avant-hier, où c'était chaque jour. Chaque jour, on a enregistré des morts dans l'Est. Quel est l'indicateur d'évaluation que vous avez? Puisque les rapports en notre possession font état, bien sûr, des morts à répétition. À répétition. Paix à leurs âmes. Pour nous, nous pensons que l'état de siège a tout simplement contribué à leurrer davantage la population. Nous sommes en face d'un ennemi invisible qui recourt à des tactiques asymétriques. Ce n'est pas l'état des sièges qui va régler le problème. Il y a une complicité même interne de nos compatriotes. Malheureusement, je l'ai dit que nous avons tellement cultivé la haine entre nous Congolais que nous sommes parvenus à un moment donné à renier notre propre existence. La nation congolaise est quasi inexistante. Nous ne nous retrouvons Congolais que lors des compétitions sportives internationales. Ah, c'est l'équipe nationale qui joue. C'est là que tu vois le Congolais. Un nouveau réquisitoire contre Matata Mponyo, est-ce qu'il y a un acharnement? Madame, je l'ai dit, on ne peut pas construire sur la base de l'esprit revanchard. On ne peut rien construire sur la base des règlements des comptes. Je ne voudrais pas influencer la justice. Mais j'ai comme l'impression que l'actuel pouvoir veut utiliser la justice pour régler des comptes à ses opposants. Je suis d'accord que si il y a des compatriotes qui ont commis des forfaits, qu'ils soient sévèrement châtiés, sévis. Il en va de l'avenir de cette République. Il en va de l'avenir des générations futures, de nos enfants. Mais en même temps, il ne faudrait pas faire face à une justice à double vitesse. Où d'une part, vous avez des responsables et cadres d'un parti politique précis qui ne sont nullement inquiétés. Une dernière question avant de nous séparer aujourd'hui. La Cour constitutionnelle a donné son avis sur la loi, la nouvelle loi sur la Commission électorale nationale indépendante. Madame, quel est aujourd'hui le regard du NOJEC? Un passage en force. Passage en force. Passage en force, parce que la question de la restructuration de la CENI touche l'avenir de la République. Mais il y a quand même des innovations. Malheureusement, elle a encore été traitée de manière unilatérale comme ce fut le cas par le passé. Et nous en savons la suite. Mais au Parlement, il y a quand même aussi des membres du Front commun pour le Congo qui ont voté pour cette loi. Tous les cycles électoraux, madame, ont été émaillés, caractérisés par des vives contestations, ont contribué à diviser davantage les Congolais. Est-ce que c'est
encore l'occasion ou le moment... À l'Union Sacrée, on parle de la meilleure loi qu'a jamais eue la République démocratique du Congo. Oui, mais tout simplement parce que ça a été fait de manière unilatérale. Madame, je vous pose une seule question objective. Vous avez une minute parce que nous sommes pratiquement à la fin. Pensez-vous que M. Martin Fayoulou, M. Mouzito n'aient pas droit à être représentés au sein de la CENI? Pensez-vous que Nojek n'ait pas droit à être représenté à la CENI? Mais en même temps, une société civile qui n'existerait que dans le sac de son fondateur, elle aurait droit à être représentée au sein de la CENI, et qui serait certainement la fabrication d'un homme fort de l'Union Sacrée. Mais en fait, c'est ce que on a nous l'impression que c'est le FCC. C'est pour qui... ça que nous disons, non, nous devrions tirer le leçon des erreurs du passé. Nous avons, nous, souhaité que les réformes électorales, dans leur globalité, se fassent de manière consensuelle pour éviter de replonger le pays dans une crise indescriptible. Nous demandons vivement au président de la République, qui peut-être pourra nous suivre, de pouvoir ne pas promulguer cette loi et de remettre le Congolais autour d'une table. Voilà. De remettre Nojek, de remettre l'Amouka, de remettre FCC, de remettre Union Sacrée et bien d'autres forces, confessions religieuses autour d'une table, madame, pour rediscuter des grandes options électorales ou des réformes à lever, à partir desquelles le Parlement pourra se réunir pour pouvoir les mouler en loi. En ce moment, nous allons en fait baliser le chemin d'un processus électoral apaisé pour la République. Voilà, c'est complètement fini pour ce numéro de votre magazine Info 7. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout merci de votre fidélité. Merci à notre invité, Maître Constant Mutamba, qui est passé pour la première fois, qui s'est retrouvé sur ce plateau avec nous et la Kambaja. C'est moi qui vous remercie. Info 7, le magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Mesdames, Messieurs, merci. Au revoir.